Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, on vous dit bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est votre émission Grand Débat, Grand Débat. Aujourd'hui, nous sommes avec Emmanuel Odimba Olela. Nous sommes avec lui et avec lui, on va essayer de parler politique par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Mais notre émission sera, on fera tout pour que ça soit bilingue. On va essayer de parler français et lingala. Bonjour Emmanuel Olela Odimba. Bonjour Pasteur Bobo. Comment vous portez? Je me porte super bien, sauf la situation du pays qui nous inquiète tous, mais sinon on est bien. Moi, je vous ai présenté ici, on vous demandait à vous-même de le faire. Comment allez-vous vous présenter? Moi, je m'appelle Odimba Olela Emmanuel. C'est depuis un bout de temps que j'habite en Belgique. Je suis juriste de formation, mais j'ai aussi fait la faculté de sciences économiques à Kinshasa. Ici, je souhaite parler politique. Mais d'une manière générale, moi, je suis défenseur de la démocratie. Je suis fondateur d'un mouvement qu'on appelle SMUD, c'est-à-dire Citoyens du monde pour l'universalité de la démocratie. Donc moi je milite auprès des Nations Unies pour que la démocratie soit reconnue au même titre que les droits de l'homme. Que les Nations Unies reconnaissent à terme fort, par des textes juridiques très déclarés, que la démocratie est la valeur universelle au même titre que les droits de l'homme. Donc, moi je trouve que la démocratie c'est une valeur qui est universelle, ce n'est pas une panacée pour les pays occidentaux. La démocratie c'est une bonne chose pour tout le monde. C'est vrai que la démocratie telle qu'elle est actuellement dans la scène politique ou dans les institutions politiques, c'est une création occidentale avec la Grèce et tout. Mais la démocratie, elle a existé partout à travers le monde, sous toutes les formes. Ça bouge, c'est vraiment très dynamique, surtout au pays, au Congo. On a écouté comme équipé dans une conférence avec Martin Fayulu déclarer que la RDC est confrontée à 3 présidents, le président élu, le président virtuel et le président fictif. Selon vous, quand des analystes politiques, on a même vu Macron et le président du Kenya demandaient même à Félix de prendre distance avec l'ancien président. Vous réagissez comment par rapport à tout ce qui se passe au pays depuis l'élection de Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine? Pasteur Bobo, je dois vous affirmer que moi je n'ai pas la même lecture que M. Kwebe Kimpele. Au Congo, nous n'avons qu'un seul président qui a moins de pouvoir. C'est-à-dire, au terme des élections qui n'ont pas eu lieu, moi j'ai dit des élections qui n'ont pas eu lieu, parce qu'on a fait une sorte de publicité qu'on a essayé d'assimiler aux élections. Et qu'au terme de cette publicité, Joseph Kabila a accepté de céder une partie de ses pouvoirs à Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais dire qu'il y a une partie de pouvoir. Oui, une partie de ce pouvoir. Le pouvoir que Kabila a accepté de céder à Tshisekedi, ce sont des pouvoirs politiques dans leur dimension diplomatique. C'est-à-dire, c'est Tshisekedi qui parle dans les institutions internationales pour les côtes du Congo, c'est Tshisekedi qui se rend dans les conférences internationales pour parler de notre pays, et Kabila il gère les quotidiens congolais. Jusque-là. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un chef de l'État investi de tous les pouvoirs régaliens puisse être incapable de se traduire en acte de toutes les promesses qu'il a promises pendant la campagne électorale. Que voulez-vous dire, Emmanuel? Je vais vous laisser parler parce que c'est le micro, parce que ça c'est le grand débat. Vous dites qu'il est un seul président, mais ce président a moins de pouvoir. Ce président a une partie des pouvoirs. Que voulez-vous dire par là? Il vient à peine de commencer, il n'a même pas fait 2 mois. Emmanuel Olela Odimba, directement, vous le qualifiez qu'il n'a qu'une partie du pouvoir. Moi je reconnais que Félix Tshisekedi est le président du Congo, mais il n'a pas l'effectivité du pouvoir.
Parce que j'ai énormément d'arguments pour justifier ma position. Je peux vous dire la vérité. Si on prend l'exemple, par exemple, l'exemple de l'interview que Christian, il est le responsable de Top Congo, la radio qui se trouve à Kinshasa. La question lui a été posée comme ça. Monsieur Félix Tshisekedi, une fois aux affaires, qu'allez-vous faire? Quelle est la première action que vous allez faire? Tshisekedi a promis qu'il va libérer les prisonniers politiques. Il va fermer tous les cachots. Tous les prisonniers d'opinion politique seront libres. Ça, c'est sa première action qu'il a promise aux Congolais. Mais il faut se rendre compte qu'il a fallu, par exemple, une quarantaine de jours, un mois et quelques jours, que Tshisekedi a commencé la libération de certains prisonniers politiques. Cela prouve effectivement que tous les prisonniers de Kabila, Tshisekedi n'avait pas l'autorité de les libérer. Voilà pourquoi moi j'estime... Comme qui, par exemple? Par exemple, Frère que Dongo n'est pas sorti le même jour. Domindonga n'est pas encore sorti jusque-là. C'est pour vous dire que Kabila, ce sont les prisonniers propres à Joseph Kabila. Alors, je peux vous rassurer que Tshisekedi n'a pas le pouvoir pour libérer ces gens tels qu'il a promis au début de la campagne électorale. Ce sont autant de preuves qui accréditent la thèse que je soutiens, selon laquelle Tshisekedi c'est un président qui n'a pas tous les pouvoirs entre ses mains et qui doit faire les efforts, comme le président français et celui de Kenya lui ont demandé, de faire un effort pour sortir de ces carcans qui se trouvent entre les mains de Joseph Kabila. Il a dit, il a fait, il s'est dit, mais les Congolais, Emmanuel ne veut pas écouter. Pour Emmanuel, Tshisekedi n'a qu'une partie du pouvoir. Il a libéré Franck Diongo, vous ne croyez pas. Pour Diomi, ils ont dit que le ministre va arriver, le ministre est en voyage, dès qu'il sera là, peut-être quand l'émission sera publiée, peut-être Diomi sera déjà dehors, car officiellement, on a dit qu'il est libérable, officiellement. Il est libérable, mais lorsque chef de... Il n'est pas libérable, libéré, il est déjà libéré, mais c'est le ministre qui va signer juste... Une sorte de libération conditionnelle, voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai réfléchi d'abord en termes de la promesse qu'il a faite pendant la campagne. La première action que j'aurais accomplie le jour que je serai investi comme chef de l'État dans ce pays, c'est libérer les prisonniers. Et pourquoi il fallait attendre 45 jours? C'est pour vous dire qu'il n'a pas encore tous les pouvoirs de ses mains ou qu'il s'est trompé dans ses déclarations, mais c'est que les gens observent. Je ne suis pas le premier à le dire. Vous croyez que le président français, c'est un imbécile? Vous croyez que le président kenyan, c'est un imbécile pour dire à Tshisekedi, faites un effort pour libérer de l'emprise de Joseph Kabila? Mais où se trouve c'est parce qu'il n'y a pas que les Congolais qui nous regardent, il y a aussi des étrangers qui nous regardent. Oui, mais... Le Congo, c'est un pays stratégique vu par tout le monde. Emmanuel, moi je suis avec vous ici. Si Tshisekedi a une partie du pouvoir, comme vous le dites si bien, où se trouve l'autre partie du pouvoir? C'est où? Entre les mains de qui et comment? Donner des arguments. Je dois vous affirmer que le pouvoir actuellement se trouve entre les mains de Joseph Kabila. Bien que Chadari a été battu, bien qu'il n'est plus président, c'est Félix qui voyage partout, c'est Félix. Donc, il a le pouvoir politique dans sa dimension diplomatique. C'est-à-dire, c'est lui qui engage la République pour des questions très limitées. Jusque-là, il n'a pas l'effectivité du pouvoir. C'est prouvé même sur la gestion quotidienne des Congolais. Il y a encore des choses qu'il faut qu'on se le dise. Le Tshisekedi n'a pas l'effectivité du pouvoir entre ses mains et il doit faire des efforts. Je sais que c'est encore au début, vous avez tout à fait raison de dire qu'il n'a pas encore fait mais 2 mois. Mais les Congolais sont impatients de voir les choses se concrétiser. Donc pour vous, comme les handicapés ne sont pas libérés,
des prisonniers qui ont voulu, des prisonniers, ce sont les prisonniers, ce sont les prisonniers propres de Joseph Kabila. Pour vous, les Dikapende, les prisonniers de Mukongobi là, et tous les autres là qui ne sont pas libérés, pour Emmanuel, cela prouve que Félix n'a pas tous les pouvoirs. Il a la volonté de libérer. On dirait quelqu'un bloque. C'est quelqu'un qui bloque là, c'est Kabila. Mais qu'a Kabila comme pouvoir? Pasteur, je dois vous affirmer que je suis comme tous ces Congolais qui souhaitent que le Congo avance, que les choses aillent mieux dans notre pays. Et je souhaite que Tshisekedi réussisse à sa mission. Parce que je ne peux pas dire, voilà, qu'il soit là, qu'il soit bloqué, que le pays ne s'arrange pas. Ça ne va pas me profiter. Je souhaite qu'il travaille mieux, que les choses avancent. Parce que la situation du Congo nous concerne tous. Mais la réalité est que, lorsque vous observez vous-même comment les choses se gèrent au niveau national, vous allez vous rendre compte que le pouvoir n'a pas son effectivité entre les mains de Félix Tshisekedi. Et c'est Joseph Kabila qui tire des ficelles. Par exemple, le cas de Domine Dongala. Domine Dongala a été emprisonné parce qu'il a soutenu Félix Tshisekedi. Officiellement, on dit viol sur mineur. Il n'a pas violé. Pédophilie. Ce sont des raisons gratuites, les raisons non fondées que Kabila a inventées, comme il a toujours inventé avec d'autres personnes, pour mettre à mal l'action de Domine Dongala. Domine Dongala n'a jamais violé. Le mal qu'il a fait, c'est d'avoir soutenu Joseph Tshisekedi, qui était l'opposant direct de Joseph Kabila. Et c'est ce qui lui est reproché. Ils n'ont jamais argumenté pour prouver au peuple congolais que Domine Dongala a violé les gens, ou une fille, ou de moins de je ne sais pas quel âge, qu'il a été arrêté. Ce sont des informations farfelues, inventées de toutes pièces, pour en faire une. Domine Dongala n'a jamais... Il a un parti politique, il a soutenu Joseph Tshisekedi dans la dynamique Tshisekedi pour président, que Martin Fayulu était aussi associé. Je ne vois pas les mal que Domine Dongala a fait. Hein? Dans notre pays, nous avons connu combien de morts? On a connu plus de 10 millions de morts. Plus de 10 millions de morts. Vous allez me dire que c'est Domine Dongala, c'est Franck Diong et tous ces gens que vous citez qui ont assassiné. Est-ce qu'on a un jour vu même un petit procès? Mais Emmanuel, le gouvernement n'est pas encore sorti, le Premier ministre n'est pas encore là, mais on voit Félix Tshisekedi poser des actions, poser des actes où une partie de la population commence à applaudir. Vous observez toujours, pour vous, ce n'est pas encore ça. Vous trouvez normal que Félix Tshisekedi gère le pays avec les ministres, avec les administrateurs nommés par Joseph Kabila? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces gens qui ont mis le pays à feu et à sang? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces gens qui ont géré d'une manière kleptomatique la chose publique congolaise? On n'a rien à attendre de ces gens, et que, à partir du moment, vous qui vous dites, voilà, je suis investi chef de l'État, vous promenez toujours avec ces gens que Kabila a nommés, ça ne va pas. On ne peut pas demander, Pasteur Bobo, on ne peut pas demander à quelqu'un qui a créé une crise de la résoudre. Les proches de Kabila ne vont jamais travailler contre leurs propres intérêts. On ne peut pas faire la guerre contre ses propres intérêts. D'où on estime que celui qui tue les ficelles jusqu'à aujourd'hui, c'est Joseph Kabila Kabangi. Nous sommes avec vous, on nous suit partout à travers les manches du grand débat. Que nous appelons dans la diaspora, ça vous coupez, et Hippolyte Kanambi. Il ne s'appelle pas Kabila, c'est Joseph Kabila par alliance. Mais il s'appelle Hippolyte Kanambi. Nous sommes avec vous, on le suit partout à travers le monde. D'abord, avant de vous laisser continuer, Martin Fayulu en Europe, vous suivez, comment vous réagissez, comment pour vous dites il n'y a qu'un seul président, mais qui n'a pas tous les pouvoirs. Et Martin Fayulu, comment vous voyez Martin Fayulu? Je peux vous dire la vérité, moi je suis de ces gens qui estiment que c'est Félix Tshisekedi qui est président, parce que Kabila a accepté de céder une partie de ses pouvoirs au terme de pression que les Congolais ont faites, appuyé par la communauté internationale. Mais ce n'est pas un Kabila démocrate qui a organisé les élections
pour faire gagner ni Tshisekedi ou Fayoulou. Kabila n'a pas fait campagne pour Tshisekedi, Kabila n'a pas fait campagne pour Fayoulou, il a fait campagne avec sa femme était investie dans la campagne pour faire gagner Chadari. C'est la force des choses qui a fait Kabila pour s'évoluer, pour céder une partie du pouvoir, parce que les dangers lui arriveraient s'il n'a pas agi de cette façon-là. Il a reçu des menaces de partout. C'est ce qui a fait qu'il accepte de concéder une partie de son pouvoir. Ce n'est pas volontairement que Kabila a accepté de laisser le pouvoir. Donc, pour moi, j'ai dit que Fayoulou peut s'organiser pour les prochaines élections si ces élections auront lieu. Il n'y avait pas d'élection au pays. Moi, j'affirme haut et fort, Pasteur Bobo, qu'il n'y avait pas d'élection. Parce que juridiquement, un pouvoir dictatorial ne peut pas organiser les élections démocratiques. Les élections sont les symboles les premiers symboles, les premiers signes de la démocratie, c'est les élections. Mais Emmanuel, que devrait faire Félix Tshisekedi pour récupérer l'autre partie du pouvoir, pour avoir un sous et comme complet, pouvoir et comme complet, il faut ça la ligne. Tous en ayant, Emmanuel, pour avoir l'autre partie, il faut faire quoi? Pour avoir l'autre partie du pouvoir, nous devons faire un effort collectif, nous tous les Congolais doivent faire un effort pour neutraliser Joseph Kabila. Il constitue un danger permanent pour nous. Et tant qu'il est encore là, je ne dis pas qu'il meurt, parce qu'il a des comptes à rendre aux Congolais. Donc, tant qu'il est encore là, Tshisekedi ne fera plus rien. Il doit inventer des stratégies pour venir à bout de ce type. Il doit faire un effort avec l'aide des Congolais pour neutraliser Joseph, comme il a déjà accepté de laisser une partie de ses pouvoirs. Nous devons travailler dans ce sens parce qu'on ne doit pas souhaiter que notre pays éclate ou que les choses n'aillent pas mieux dans notre pays. Nous devons tous soutenir Félix Tshisekedi. Je ne suis pas de l'IDPS, je ne suis pas un Tshisekediste. Le père peut-être, mais pas Félix. J'ai dit tout haut que Tshisekedi, le père, était mon préféré. Il n'était pas sain. Je sais que tous les politiciens sont des aventuriers, mais il y a quand même les moindres mal. Voilà, moi j'ai accordé ces moindres mal à Tshisekedi, le père. Fils, je n'ai jamais... J'ai eu des contacts avec Félix. Nous habitons la même ville, à Leuven, en Belgique, avec Félix. On a eu des conférences. Je suis allé dans des conférences qu'il a initiées. Mais ce n'est pas que j'ai soutenu Félix Tshisekedi. Mais vu que maintenant il est aux affaires, je demande aux Congolais de l'aider pour que les choses aillent mieux, pour le peu de temps qu'il est encore là. En tout cas, il doit inventer des stratégies. Et ces stratégies, ce n'est pas à la télévision que nous allons les dire. Parce qu'il faut neutraliser Joseph Kabila pour qu'il y ait un début des choses. En tout cas, je vous laisse vous proposer un modèle, on dit 3 grands partis, 3 grands mouvements comme aux États-Unis c'est beaucoup plus 2, en France aussi, je crois 2 ou 3. En Belgique aussi, il y a 2, 3, 4, les écolos, socialistes, droite, mais au Congo, Mobutu l'a déjà fait. Vous venez avec les mêmes propositions que Mobutu. Donc, on dirait que c'est du copier-coller. Si je veux un peu baisser ma voix, Emmanuel, vous copiez Mobutu et vous nous proposez la solution Mobutu. Ma formule est tout à fait différente de celle de Mobutu, parce que Mobutu a fait tout ce que vous connaissez dans le but de pérenniser son pouvoir. C'est pour asseoir son pouvoir qui était menacé qu'il a proposé les 3 partis. C'est lorsqu'on lui demande le multipartisme qu'il a donné l'argent aux gens, à part l'UDPS, qui est sorti les gens de l'UDPS sont sortis de leur propre gré. Les autres partis qu'on a vus à l'époque de Mobutu, ce sont les partis que Mobutu a donné l'argent aux gens pour les former. Dans le but de pérenniser son pouvoir, c'est pour bien asseoir son pouvoir. Mais pas pour aider le pays à sortir du chaos dans lequel il était.
Mobutu, ce n'est même pas un exemple à citer lorsqu'on on veut parler de bonnes choses. Des bonnes choses, au sens, c'est vrai qu'il n'était pas mauvais à 100%, mais il était mauvais à tel point qu'il n'a pas souhaité que les Congolais, les Zaïres de les noms de son pays, les Zaïres, aillent mieux. Il voulait qu'il soit lui-même le plus grand peut-être de l'Afrique et faire partie des grands présidents du monde. C'est toute la démarche de Mobutu. Mais moi, ce que je propose ici, je regarde l'histoire de notre pays. L'histoire congolaise marquée de rébellions, de coups d'État, de sécessions, de crises politiques interminables, de guerres tribales, de guerres ethniques. Alors je me suis dit, si on continue à marcher comme ça, notre pays ne sortira jamais du gouffre dans lequel il se trouve. Voilà pourquoi, au regard de toute cette histoire sombre, une histoire qui fait la honte du peuple congolais, je dois dire la vérité, que cette histoire-là, c'est vrai. Les premiers responsables sont les colonisateurs qui n'ont pas souhaité laisser le Congo, ou bien qui ont laissé le Congo dans la douleur. Suivi des autres pays impérialistes du monde qui souhaitent faire main basse sur nos richesses, accompagnés de certains pays africains occidentalistes. J'ai dit occidentalistes parce qu'ils travaillent pour les codes de l'Occident. Et esclavagistes parce qu'ils ne veulent pas sortir de cet esclavage. Alors, malgré ces gens-là, continuent à nous mettre les bâtons dans les roues pour qu'on n'avance pas. Les premiers responsables de ces différentes crises que le pays a connues jusque-là sont les politiciens. Ce sont les calculs politiques erronés qui sont à la base du tribalisme, de ces guerres ethniques, de toutes les crises politiques et tous les problèmes socio-économiques que notre pays connaît. À travers la création des partis politiques fondés de toutes pièces qui n'ont pas de base, qui n'ont pas de raison d'être. Voilà pourquoi j'ai souhaité qu'au lieu qu'on ait plus de 300 ou 400 partis politiques qui sont à la base de tous ces méfaits-là, je souhaite que le Congo ait 3 grandes familles politiques idéologiques. C'est-à-dire que nous créons 3 grands ensembles politiques dans lesquels les gens seront réunis par idéologie. Que les gens qui défendent le socialisme soient ensemble, qu'ils s'assemblent pour ne faire qu'un seul parti politique. Que ceux qui défendent la démocratie se mettent autour d'une même table pour faire un seul parti politique. C'est ce que moi j'appelle famille politique idéologique. Que ceux qui défendent le socialisme soient ensemble. Que ceux-là qui estiment que nous sommes les libéraux se mettent ensemble pour faire un seul parti politique ou une seule famille politique idéologique, au lieu qu'on ait des centaines de partis politiques dans le but de se faire du pognon. Ce sont des égoïstes. Les égoïstes nationaux. Les égoïstes étrangistes. C'est-à-dire ils sont égoïstes parce qu'ils veulent assurer leur supériorité par rapport au reste du peuple congolais et travailler pour l'intérêt des Occidentaux. Ces gens nous ont créé des problèmes. Il serait de faire des ensembles au lieu que des individus fassent partie politique. Mais comment tu vas nommer ces ensembles-là? C'est quoi? Ça sera déjà le PS, voilà. Hein, la droite, les démocrates, les républicains, les écolos. Comment vous le départagez? Parce que ça sera... vous avez tout le Congo. Parce que la politique, comment c'est du gagne-pain. La politique, c'est là où il n'y a plus d'entreprise, c'est là que ça marche.
comment vous allez faire pour le dispatcher? Cette théorie, moi je la nomme la théorie de la tripolarisation de la classe politique congolaise. C'est-à-dire la division de la classe politique congolaise à 3 familles politiques idéologiques. On ne doit pas avoir des millions de partis. Parce que nous connaissons comment ces partis sont formés. Voilà. Moi, j'ai souhaité, c'est une proposition qui est la mienne. Ce n'est pas les paroles de l'évangile. Je n'ai pas le monopole de la vérité ou de la connaissance dans cette matière. Mais je demande au chef de l'État, Tshisekedi, d'initier un groupe d'intellectuels formés, des juristes, des politologues et des sociologues pour identifier tous les partis politiques qui défendent la même idéologie pour qu'ils se mettent ensemble. Ce n'est pas moi qui va prendre tous ces partis pour les mettre ensemble, mais c'est une initiative qui sortira de la bouche du président ou de l'initiative du président pour que cela soit réalisable. Moi, je ne peux pas le faire moi-même. Et que ça doit être une contribution de tous les Congolais pour que nous sortions du chaos dans lequel notre pays est plongé jusqu'aujourd'hui. Voilà. Et ça va être on a le répondre de Bishop Naté. On s'est la bonne. C'est comment Bafandi Boye. Tout le monde a eu des places au travail, n'a pas perdu de comment ils ont bancoui, n'a pas tabac, va travailler ensemble, Emmanuel, Olela, mais bancoui, baroulia, batabati, bancoui, baroulia, batabati, ah, tout le politique, ah, vous avez l'église, vous avez la famille sociale, vous avez l'église, vous avez bancoui, vous avez bancoui, tabac, place moko. Mais avant comment on a tongo déjà, parce que l'amitié, la personne les habitants du pasteur Boliko a proposition là, à la base, à politicien non soit à cabo là, on parle pas idéologie. Aux côté à tiens côté, mouta côté à tiens bien côté, mais papa pas idéologie. Tout le monde 3 mouvements, n'engagez la poto, 3 partis, sur la droite, gauche, oui. Par exemple, l'Amérique, en Amérique, on fait le bipolarisme, c'est-à-dire la bipolarisation, c'est-à-dire la division de la classe politique à 2 familles politiques idéologiques. Moi, je propose 3. 3 familles politiques idéologiques dans le but de rassembler tous les gens qui défendent la même idéologie. Alors, quelles sont ces familles politiques que moi je propose? La première famille, ce sont des progressistes sociaux démocrates. Les progressistes sociaux-démocrates, ou soit la deuxième, donc ce sont des propositions. Je vais juste les citer. Et qui sera la première ou la deuxième, ce n'est pas important. Les progressistes sociaux-démocrates, les humanistes égalitaristes congolais et les dirigistes républicains congolais. Toutes ces familles politiques, comme on le voit aux États-Unis d'Amérique, que ce soit les républicains ou les démocrates, défendent les intérêts vitaux du pays. Il ne faut pas vous tromper que peut-être si les démocrates arrivent à la place, les choses vont changer par rapport à la politique étrangère de l'Amérique dans votre pays. Que ce soit les républicains ou les démocrates, ils défendent tous la même idéologie, c'est-à-dire les progrès de leur pays. Assurer la supériorité de leur pays par rapport au reste du monde. Ça, c'est le but. Et tous ces partis-là que je vous ai cités, que je vais développer légèrement, auront pour mission de défendre les intérêts du pays. On vous suit, on vous laisse développer. Pour les partisans des progressistes sociaux-démocrates, ils estiment qu'une société doit progresser,
il faut développer la politique sociale dans le pays. Et pour que ces progrès soient réalisables, ce n'est pas la démocratie. Voilà pourquoi on les appelle les sociodémocrates, les progressistes sociodémocrates. Il n'y a rien qui peut se faire au pays si les progrès n'est pas visible. Voilà. Ces gens estiment que le pays doit être démocratique, mettre l'accent sur les aspects sociaux de la gestion de la chose publique pour faire progresser le pays. Donc sans ces progrès, sans l'attention qu'on accorde à la société, on a même attendu un certain nombre de dirigeants congolais disent c'est l'année sociale, ce qui n'a jamais été le cas. C'est l'année sociale. Chaque année, c'est l'année sociale. Mais si vous regardez le nombre de pauvres au pays, vous allez vous dire que ce sont des démagogues. Ce sont les apprentis sorciers. Alors, la deuxième famille politique idéologique sont les humanistes égalitaristes congolais. Pourquoi ils sont humanitaristes et égalitaristes? Pour les partisans de cette famille politique idéologique, ils défendent l'être humain qui doit être au centre de toute préoccupation de l'action politique. Tout ce qu'un politicien doit faire, tout ce qu'un gestionnaire de la chose publique doit faire, c'est respecter les droits les plus bas, les plus élémentaires d'un être humain. Droit à la vie, droit à la parole, aux associations. Pour les humanistes et égalitaristes, pour eux, c'est l'être humain qui doit être au-dessus de toutes les actions d'un acteur politique. Un acteur politique ne peut pas faire sa politique pour les maisons ou pour... D'abord, c'est l'être humain. Si vous devez construire cette maison, ça doit être dans le but de rendre l'être humain heureux. Et pourquoi ils sont égalitaristes aussi? Ils sont égalitaristes parce qu'ils estiment que dans une société démocratique et moderne, les gens ne doivent pas être traités différemment selon qu'ils appartiennent à telle ou telle catégorie sociale. Tous les gens doivent être égaux devant les chances. Ils prônent l'égalité devant les chances. Sans l'égalité, aucune société ne peut avancer. Voilà une deuxième famille politique idéologique. Donc, la troisième famille politique idéologique, moi je les appelle les dirigistes républicains. Pourquoi je les appelle les dirigistes républicains? C'est parce qu'ils s'estiment comme les gardiens du temple, les gardiens de la République, à travers leur objection de conscience, à travers les actions d'éveil patriotique, en surveillant les acteurs politiques. Oui, mais pourquoi j'ai proposé 3 familles politiques au lieu de 2? Pour moi, j'estime que si j'avais proposé 2 familles politiques, on aurait assisté constamment à des confrontations illimitées. C'est-à-dire, ceux qui ont plus d'argent vont l'apporter chaque fois qu'il y aura confrontation dans une république où on est habitué avec la corruption. Voilà. J'ai souhaité proposer cette tripolarisation parce que je me suis rendu compte que les choses ne peuvent jamais évoluer dans notre pays avec tous ces désordres politiques. Pourquoi j'ai commencé à proposer une réforme sur le plan politique? Parce que moi j'estime que c'est la politique qui prend en otage tous les autres secteurs de la vie sociale. Tant que la scène politique de notre pays n'est pas stabilisée, il n'y a rien qui va avancer. Chaque fois que nous avons la crise politique au pays, les commerces arrêtent, l'école arrête, tous les autres secteurs de la vie sociale ne marchent pas. Voilà pourquoi, dans ce monde qui bouge, dans ce monde en mutation, pour faire face aux grands bouleversemements qui se profilent à l'horizon, nous devons stabiliser la scène politique pour prendre un bon départ pour notre pays. On aura le temps de vous avoir, Emmanuel. Est-ce que c'est faisable? On termine ici. Votre plan est faisable au Congo?
Je parle du Congo, c'est faisable. Moi, j'estime que s'il y a la volonté politique, s'il y a la volonté des acteurs politiques à mettre fin aux crises politiques qui ne les arrangent même pas, cela est possible. Cela est faisable. Pour nous qui sommes Congolais, issus d'un pays, issus d'une société où la foi en Jésus fait partie du quotidien, nous disons que rien n'était possible à celui qui croit à Dieu. Rien n'était possible à celui qui croit en Dieu, mais c'est le FCC qui est majoritaire au Parlement, au Sénat, dans les assemblées provinciaux. Les réformes là, c'est pas pour demain. Les réformes là, il faut attendre, Emmanuel. Je sais que réformer le pays avec les gens comme Kabila, ce n'est pas une chose facile. À partir du moment où c'est les désordres qui les arrangent. Mais je vous dis, Pasteur Bobo, il faut inventer des stratégies pour neutraliser Joseph Kabila. Nous avons l'obligation de réformer notre pays. Nous avons l'obligation de réformer notre pays. Nous avons l'obligation d'apporter des correctifs à ce qui n'a pas marché hier pour que les choses aillent mieux aujourd'hui. Si nous regardons comment les choses bougent, Pasteur Bobo, nous risquerons d'être victimes de ce changement qui se profile à l'horizon. Nous avons l'obligation collective et impérieuse d'inventer d'autres formules de vivre ensemble dans notre pays. Sinon, c'est nous qui serons victimes. Nous avons l'obligation de réformer le pays. Le pays ne marche pas. Il n'y a aucun domaine du pays, il n'y a aucun département d'État de l'État dans notre pays qui marche. Merci beaucoup. Il n'y a aucun département de notre pays qui marche. C'était pour votre mot de la fin. On aura le temps d'avoir encore Emmanuel. Il va encore expliciter sa pensée. Pour lui, il faut toujours tripartite. Donc, tripolarisation. Il faut tripolariser la vie politique au Congo. Oui. Comme en Belgique, c'est beaucoup plus de toi. Au Congo, vous avez choisi toi. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus des poules ou des pôles, plus les centristes et les autres. Mais on dit en anglais wait and see. Merci Emmanuel, à la prochaine. La théorie, c'est rassembler. Les gens qui se ressemblent doivent s'assembler pour mettre fin au conflit et à tous les problèmes que le pays connaît. Donc mettez tous les voleurs dans le même sac. Et puis la stratégie doit être inventée, être formulée par l'élite intellectuelle congolaise qui sera composée de politologues, de juristes et de sociologues. Merci beaucoup.